L'Algérie est une terre millénaire, des royaumes numides à la présence romaine, vandale et byzantine. Suite à l'islamisation de la terre algérienne, elle connaît ainsi, d'ailleurs que le Maroc et la Tunisie, les dynasties des Rostémides, Zirides, Hamadides, Zianides, voire Almoravides et Almohades. Territorialement, l'Algérie contemporaine se constitue avec la régence d'Alger, et se perpétue par un État-nation, après la colonisation française. Selon les chercheurs, le territoire d'El Jazaïr n'a cessé d'être habité, pour une période qui oscille entre 500 000 ans et 1 million d'années. Des découvertes témoignent de la présence de l'Homo erectus, contemporain des derniers australopithèques. La présence humaine, datée de 30 000 ans, est attestée par du matériel lithique, de pierre, retrouvé sur les gisements côtiers de Mostaganem et de Ténès. Il semble également que le paysage était proche de celui de l'Europe, forêts giboyeuses et cours d'eau, coulant jusqu'aux confins du Sahara. On y trouvait éléphants, rhinocéros, hippopotames, lions, girafes, autruches et antilopes. Dans l'Atlas saharien, Hogar, et plateau du Tassili, on décèle des gravures rupestres de l'homme néolithique, d'une richesse artistique reconnue et délaissée. La fin du néolithique au Maghreb est notamment caractérisée par l'assèchement du climat. Il semble admis que l'actuel El Jazaïr soit sorti de la préhistoire vers les XIIe et XIe siècles avant Jésus-Christ, lorsque les Phéniciens, navigateurs et commerçants émérites, y débarquèrent. Deux sites algériens, l'un situé à Aïn el Anesh près de Sétif, et l'autre à Tignif, près de Mascara, attestent de la présence d'hominidés. L'archéologie confirme ainsi l'existence d'ancêtres, sur plusieurs milliers d'années. L'homme de Tignif est considéré comme le plus ancien représentant connu du peuplement du Maghreb, avec l'Atérien de Bir et Later, l'actuel Tébessa, où les fouilles archéologiques ont permis de révéler des armes très raffinées, servant probablement à la chasse. Et avec la révolution néolithique, sont apparues les sociétés qui se sont sédentarisées, pour produire leur nourriture au moyen de l'agriculture, et de l'élevage. Il semble que les Capsiens, de Capsa, l'actuel Gafsa, ancêtres des Numides berbères, sont apparus dans le sud constantinois. Ils s'installaient sur des sites à proximité d'Anoued, ou près des montagnes. Ils migrèrent aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ au sud de l'Atlas télien, pour se retrouver au-delà de la ville actuelle de Batna, jusqu'à Tamanghasset, Tamanrasset, où ils laissèrent derrière eux les peintures rupestres, celles du Tassili Nager, étant les plus réputées. Ce sont autant de musées à ciel ouvert, qui durent depuis plusieurs millénaires, et soumis hélas, à la dégradation du temps.
Il est admis par les historiens que la langue capsienne représente l'ancêtre des langues berbères au Maghreb, Tamazight. Les Grecs les appelaient Libyens, et leur terre Libye. Il y eut au sud les Gétules, peuple berbère d'Afrique du Nord, décrits comme des nomades et des cavaliers chevronnés, et au nord, les comptoirs phéniciens, peuple originaire des cités de Phénicie, région correspondant au Liban, ensuite les Garamantes, berbères libyens, mentionnés par Hérodote, et finalement les Numides, ancien royaume du Maghreb central, qui avait pour capitale Cirta, l'actuelle Constantine. El Jazaïr, conquise par Rome, fut transformée en province romaine. Christianisée, les Berbères résistèrent à Rome, ensuite aux Vandales, et à Byzance. Tour à tour, ils ont été désignés sous les noms de Libyens, Maures, Gétules, Garamantes, Numides. Géographiquement, ils étaient établis sur des territoires s'étendant des îles Canaries à l'Égypte. Parmi les noms illustres des Berbères, figurent les empereurs Septième Sévère, par son père. Il descend d'une famille d'origine libyco-punique, de culture punique, et ayant obtenu la citoyenneté romaine depuis le 1er siècle, et Caracalla, d'origine punique également, et berbère par son père Septime Sévère, et syrienne par sa mère. D'autres noms non moins prestigieux, les rois numides Massinissa et Jugurtha, mais aussi Juba I, et Juba II. Il y eut également Dia, une reine guerrière berbère zénète des Aurès, Tininan, qui, selon la tradition touareg, est une princesse originaire de la tribu berbère du Tafilalet, qui s'est installée dans le Hogar algérien. Outre les auteurs Apulée et Augustin, on peut de même citer Youssef ibn Tajfin, berbère sanadien, d'Adrar, semble-t-il, Tarek ibn Ziyed. Avec d'autres berbères, il fut l'un des principaux acteurs de la conquête islamique de la péninsule ibérique. Ibn Battuta, explorateur et voyageur musulman marocain d'origine berbère, qui a parcouru près de 120 000 km. La Numidie est sans doute le royaume berbère le plus connu. Selon Ibn Khaldoun, le terme Amazi désignerait le patriarche du peuple berbère. Historiquement, la question de l'origine des Berbères s'est posée depuis longtemps. Ainsi, selon Hérodote, les Libyens, vocable utilisé alors comme terme générique, pour désigner les Nord-Africains, prétendaient descendre des Troyens. S'interrogeant sur les origines des Berbères, Salluste consulte les ouvrages en langue punique. Diodore de Sicile présente les Berbères comme arrivés à un assez haut degré de puissance et de civilisation. Le Moyen Âge, à l'appui de récits bibliques et de références historiques, étudiés notamment par Ibn Khaldoun, place les Berbères comme ayant une origine chamitique. Ce terme ancien désignait un sous-groupe d'origine caucasienne regroupant, outre des populations sémites, des populations originaires d'Afrique du Nord, de la Corne de l'Afrique, de l'Arabie du Sud, voire d'anciens Égyptiens, parlant des langues afro-asiatiques autres que les langues sémitiques. Au XIXe et XXe siècle, plusieurs auteurs leur attribuèrent une origine européenne et nordique. Il semblerait que d'études génétiques, anthropologiques et linguistiques, et d'études comparatives entre la langue berbère et d'autres langues, des historiens, tels Charles-André Julien, veulent montrer que les Nord-Africains actuels, arabophones comme berbérophones, descendent essentiellement des Berbères. Toujours est-il que, pour qualifier à la fois l'ethnie et la langue du Maghreb, le vocable berbère fut le plus utilisé, à l'origine barbaro, utilisé par les Grecs, puis par les Romains, qui jugeaient barbare tout élément étranger à leur culture. Ibn Khaldoun l'utilise aussi dans son ouvrage « Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale ». Anthropologiquement, au Paléolithique, vivait l'homme de Tafogalte, de type cro-magnoïde. Des tests génétiques sur les squelettes de Tafogalte semblent avoir confirmé l'origine ouest-eurasienne des Berbères au sens géographique.
L'Eurasie est formée de l'Europe à l'ouest et de l'Asie à l'est. Il appert également qu'au néolithique, le Capsien de type méditerranéoïde venant de l'est de la Tunisie s'y adjoint, la culture capsienne étant décrite comme proto-berbère. Les linguistes pensent que les langues berbères, la langue amazighe, appartiennent à la famille des langues chamito-sémitiques. En tout état de cause, Ibn Khaldoun fait remonter l'origine des berbères amazighes, fils de Canaan. Les berbères descendraient ainsi de Canaan, fils de Cham. Dans son ouvrage intitulé L'histoire des berbères, il cite les travaux déjà faits sur la généalogie ancienne, en désignant deux grandes familles, Madghis, Médracène et Barnis. Les berbères, formés de plusieurs alliances entre les Gétules, les Garamantes, les Libyens, ont noué des relations culturelles avec les Phéniciens. De ces échanges, est née la brillante civilisation carthaginoise, durant laquelle plusieurs villes portuaires furent érigées, dont Carthage, mais également avec l'Afrique noire, l'Égypte ancienne, la Grèce antique, l'Empire romain. Par la suite, il y eut la première guerre punique. Massinissa mit en place le premier État, la Numidie. Durant l'ère pré-romaine, plusieurs États indépendants se succédèrent, Massaécile, Massile, Maure, berbères nomades. Le roi Massinissa unifia la Numidie et fonda la capitale Cirta. Au cours de la deuxième guerre punique, les Massaéciles, commandés par Syphax, s'allièrent à Carthage, alors que les Massiles, commandés par Massinissa, se rallièrent à Rome. La guerre finie, les Romains attribuèrent la Numidie à Massinissa. À la mort de ce dernier, Scipion Émilien, général et homme d'État romain, partagea la Numidie entre les trois fils du roi. Rome obligea Micipsa, dernier fils de Massinissa, à répartir sa part entre ses deux fils et Jugurtha, fils naturel de son frère. Dans sa quête d'unification du royaume, ce dernier fit assassiner ses cousins, et se rebella contre Rome, à qui il infligea de sévères défaites. Mais il fut livré à Rome par Bottius, son beau-père et jusque-là son allié. La Numidie fut partagée, sa partie occidentale fut attribuée à celui-ci, il devint ainsi roi de Maurétanie, le reste fut laissé à un roi vassal de Rome. Plus tard, les Romains parvinrent à devenir maîtres de la totalité du Maghreb, qui fut divisé en provinces. Au IIIe siècle, l'Afrique du Nord était divisée en trois royaumes berbères, celui des Maures, royaume de Maurétanie, au centre celui des Massaïciles, avec à sa tête le roi Syphax, et près de Carthage, le royaume des Massiles. Les Massaïciles et les Massiles s'opposaient. Massinissa, chef des Massiles, parvint à unifier la Numidie, à défendre l'indépendance de son royaume, et à acquérir une prospérité économique, notamment développement de l'agriculture et de l'élevage. Une monnaie fut frappée à son effigie. D'un point de vue de l'organisation politique, chaque province avait un gouverneur, et à la tête de chaque tribu un amocrane, un chef. Parmi ses conseillers, figurèrent ses trois fils, Glussa, chargé de l'armée, et Mastainabal, chargé du trésor royal, et Micipsa, auquel furent déléguées certaines affaires. À sa mort, s'ensuivit une difficulté de succession. Déjà le problème de succession se posait à El Jazaïr. La Numidie connut alors des troubles politiques. Ce fut Micipsa, qui lui succéda. Il envoya Jugurtha, petit-fils de Massinissa, en Ibérie, à seule fin de l'éloigner du pouvoir, et nomma Gulussa vice-roi, et ministre de la guerre. Toutefois, ses deux fils Adherbal et Ampessal, achevèrent l'œuvre d'unification de Massinissa, en scindant la Numidie, en Numidie orientale et occidentale. S'ensuivit ensuite une guerre entre Rome et la Numidie, lorsque Jugurtha y revint pour s'emparer du pouvoir, en exécutant Ampessal, et en expulsant Adherbal, afin de réunifier de nouveau la Numidie. Non satisfaite de cette politique, Rome se mit en devoir de chercher querelle à Jugurtha. Conscient de l'étendue de la corruption qui prévalait chez les officiels romains, il semble qu'il se soit résolu à corrompre une partie de la classe politique romaine, pour avoir la paix. Rome reconnut diplomatiquement la Numidie occidentale, mais imposa Adherbal sur le trône, en Numidie orientale. Jugurtha n'arrivant pas à s'y résoudre,
finit par envahir cette partie de la Numidie, afin de la réunir de nouveau. L'exécution par celui-ci de plusieurs hommes d'affaires romains, opérant en Numidie orientale exacerba Rome. Jugurtha parvint à corrompre ses responsables politiques. Malgré la conclusion d'un traité de paix, les légions romaines envahirent la Numidie. Jugurtha parvint à résister durant des années, combinant manœuvres militaires face aux Romains, et politique avec le roi Botchus Ier de Maurétanie, qui finit par trahir Jugurtha, capturé lors d'un guet-apens, et exécuté. Dès lors, la partie occidentale de la Numidie fut attribuée à Botchus, roi de Maurétanie. Les populations se rebellèrent de nombreuses fois, notamment les Zénètes. Par ailleurs, autour de Tlemcen, des populations composant les royaumes Gétules auraient agi de même. On évoque le cas de Tacfarinas, qui parvint à soulever celle-ci. Il mourut à Pomaria, l'actuelle ville de Tlemcen. La Numidie constitua alors une province de fait. Elle fut néanmoins sous Septime Sévère, détachée de la province d'Afrique, pour constituer une province à part entière. Sous Dioclétien, elle fut une simple province, puis brièvement divisée en deux, Numidie militaire, et Numidie certéenne. Il semblerait que de nombreuses tribus berbères se convertirent au judaïsme. Le christianisme put ensuite se développer. Il y eut une révolte, à la fois religieuse et politique. Le donatisme, du nom de l'évêque Donatus, s'étant développé dans l'actuel El Jazaïr, notamment dans les Aurès, qui déserta peu à peu le champ religieux, pour devenir une opposition politique à Rome. Car les donatistes rejetaient la politique religieuse de Constantin Ier, le premier empereur romain chrétien. Ils réclamaient ni plus ni moins que la séparation de l'État et de la religion. La répression ne se fit pas attendre. De l'idéologie donatiste naquit une secte dite des circoncélions, ceux qui encerclent les fermes. Ces circoncélions, ouvriers agricoles, devinrent des radicaux. Ils considéraient le martyre comme l'ultime vertu chrétienne. Ils voulaient mourir au combat, en refusant de porter des armes en fer. Il semble que lorsqu'ils n'étaient pas tués, ils se suicidaient, en sautant du haut d'une falaise. Ce mouvement autant religieux que social, finit par disparaître vers le IVe siècle. Vers 395, l'Empire romain finit par réduire son contrôle sur l'actuelle Afrique du Nord, compte tenu des sérieux problèmes internes qui le minaient. Toutefois, ce n'est qu'au l'an 430, que Rome se retira de cette région, sous la pression des Vandales, et des Alains, autres peuples indo-européens. Vers la même époque, Saint Augustin, considéré comme le symbole de l'intégration de la population berbère, au sein de l'Empire romain, trouva la mort durant le siège d'Annaba, par les Vandales. Sous le règne de Gaba, les Berbères réussirent à battre les Vandales, et à s'emparer des Aurès. Les attaques de plus en plus fréquentes des Berbères, et la résolution de l'empereur byzantin Justinien, provoquèrent la chute du royaume vandale. C'est ainsi que vers 544, les Byzantins exercèrent le pouvoir dans la province de l'actuelle Constantine. De l'insurrection berbère contre les Byzantins, naquirent plusieurs États, les Djerawa, les Banu Ifrène, les Magrawa, les Awarba, et les Zénètes. Plus tard, El Jazaïr, Maghreb central, fut conquise par les Arabes, conquête ayant duré, de 641 à 711. La résistance fut plus marquée dans les Aurès avec la reine Berberdia, surnommée la Caïna, qui a pu vaincre Hassan ibn Nouman, en 693. De même, Okba ibn Nafa a été vaincu par Koseïla, en 689 près de Biskra. La conversion des Berbères à l'islam se fit depuis jusqu'au IXe siècle, à travers notamment les mosquées et les zawiyas. L'arabisation du Maghreb central fut un processus long. Il semble que la langue se répandit davantage, avec l'arrivée des Hilaliens, ou Banu Hilal. L'avancée de la langue arabe se fit également par l'intermédiaire des Andalous, le berbère subsistant en Kabylie, les Aurès, le Dara où habitaient les Zénètes, descendants des Benu Ifrène et des Magrawa et l'Ouarsenis, qui regroupent les actuelles villes de Médéa, Aïn de Fla, Tissem Silt, Chlef, Relizane, et Tiaret.
Après la conquête musulmane du Maghreb, les Berbères se révoltèrent contre le régime omeyyade, à telle enseigne que le Maghreb central devint autonome. Le kharidjisme devint l'étendard. La dynastie la plus connue en Algérie fut celle des Rostémides. Dans le reste du Maghreb, on connaît celle des Aghlabides, sunnites de Kairouan, et les Idrissides, chiites de Fès. L'histoire a retenu le nom d'Ibn Roustom, kharidjite, d'origine perse, qui se réfugia dans l'ouest algérien, où il fonda Taert en 761, État caractérisé par l'ascétisme de ses dirigeants, son rayonnement culturel, et sa tolérance religieuse. Ayant gardé son indépendance vis-à-vis des Abbassides, Ibn al-Aghlab fonda la dynastie des Aghlabides, et occupa la partie orientale du pays, hors les Aurès, et la petite Kabylie. Devenue une cité riche par le commerce, Taert était également réputée par ses bibliothèques, où on trouvait des manuscrits de médecine, et d'astronomie. L'État roustoumide finit par tomber aux mains des Fatimides en 909, dynastie califale chiite ismaélienne, qui régna sur un empire, qui englobait une grande partie de l'Afrique du Nord, la Sicile et une partie du Moyen-Orient. Ses habitants furent pour les uns massacrés, et pour d'autres, exilés. Ils finirent au Mzab, où ils bâtirent Gardaïa, Malika, Benisgen, Bounoua, et El Atef. Le kharidjisme fut remplacé par le malékisme. Cette nouvelle dynastie des Fatimides pensait que le califat devait revenir à la descendance d'Ali, et de Fatima, considérant les califes abbassides comme des usurpateurs. Il y eut alors l'accession de Ubaïd Allah, avec le titre de Mahdi, et de commandeur des croyants, après avoir fait assassiner Abu Abdallah, l'Yéménite installé à Ikjan, localité de la commune de Beniaziz, dans l'actuel Sétif. Cet assassinat déclencha des révoltes berbères, notamment chez les Kotama, petite Kabylie. Les Fatimides, avec l'aide de leurs alliés Sanadja, menés par le chef berbère, Ziri ibn Ménad, réprimèrent les révoltes zénètes et kharidjites. Selon Ibn Khaldoun, les Sanadja constituaient une des 7 grandes tribus des Bernès. Bernès serait le fils de Mazig, l'ancêtre de tous les Berbères. Avant son départ, le calife fatimide désigna Bologhine ibn Ziri, chef des Sanadja, comme gouverneur du Maghreb, fondateur de la dynastie berbère des Zirides, régnant sur l'Ifriqiya, de 972 à 984. Les Zirides bâtirent une souveraineté dans le Maghreb central. Ziri chargea son fils Bologhine ibn Ziri de construire 3 villes, Miliana, Médéa et Alger. En 972, Bologhine fut nommé émir du Maghreb par les Fatimides. Il étendit son autorité à l'ouest, en s'emparant de Taert et de Tlemcen. Les Zirides s'installèrent en Tunisie, laissant le Maghreb central à leurs cousins hamadites. Le fondateur de la dynastie, Ahmad ibn Bologhine, fils de Bologhine ibn Ziri, fut désigné gouverneur dans le Maghreb central. Les Hamadites se détachèrent de l'autorité ziride, et construisirent en 1007, une nouvelle capitale, Al-Kala, et rejetèrent l'autorité fatimide pour signifier leur indépendance, tout en adoptant le sunnisme. En représailles, les Fatimides lancèrent contre eux les tribus arabes des Ilaliens, installées en Haute-Égypte en 1051. Pour éviter l'affrontement avec les tribus arabes, et s'intégrer au commerce méditerranéen, les Hamadites transférèrent leur capitale à Béjaïa, qu'ils fondèrent en 1064. Ils s'y installèrent définitivement en 1090, avant d'être vaincus par l'Almohade, Zéneth Abdelmoumen. L'invasion ilalienne, phénomène migratoire s'étalant sur 3 siècles, a constitué un événement majeur pour tout le Maghreb. Selon Ibn Khaldoun, des tensions ont existé entre arabes nomades et sédentaires, mais également entre les sédentaires et les nomades berbères. Progressivement intégrés dans la société d'accueil, ils permirent l'arabisation, notamment chez les zénètes nomades. À l'en croire, il y eut une régression dans l'agriculture, mais également dans le domaine urbain, avec le déplacement des populations vers le littoral, et l'abandon des villes intérieures. Du XIe siècle au XIIIe siècle, les Almoravides, El-Morabitoun, puis les Almohades, El-Moahidoun, ont tenté de construire 2 empires, qui regroupaient le Maghreb et El-Andalous.
Au début du XIe siècle, les nomades Senadja du Sahara proclamèrent almoravide. La guerre sainte toucha l'Afrique noire à fin de conversion. Au début du XIIe siècle, cet empire berbère s'étendit du Sénégal à l'Espagne. L'État almoravide, d'obédience religieuse et militaire, une armée composée de Sanadja, auxquels se joignirent des mercenaires noirs et européens. Au Maghreb central, les Almoravides s'emparèrent de Tlemcen, d'Oran et d'Alger. Il semblerait que les villes d'Alger et Tlemcen aient connu un épanouissement pendant leur règne, mais sans égaler celui de Béjaïa al-Ahmadite, conçu comme centre économique et culturel du Maghreb central. Le mouvement almohade naissant signifia la fin de l'empire des Almoravides. Fondé par Ibn Toumert, ce mouvement s'installa dans les années 1120 dans le Haut Atlas marocain. Les Almohades préconisaient une doctrine réclamant l'unicité absolue de Dieu. Ibn Toumert prêcha dans une mosquée à Béjaïa en critiquant notamment les mœurs des citadins. Il en a été chassé. À sa mort, Abdelmoumen changea le système politique en monarchie héréditaire, avec l'appui de sa tribu d'origine, les Koumia et les Hilaliens, qu'il intégra dans l'armée régulière. Il occupa Tlemcen et Oran. En 1151, il battit les Hamadites, et occupa Béjaïa, en battant les Hilaliens près de Sétif, vers 1153. L'empire déclina au cours de la première moitié du XIIIe siècle. Ainsi, en 1212, les Almohades subirent une importante défaite, face aux armées chrétiennes en Espagne. De même, au Maghreb, le gouverneur de l'Ifriqiya se proclama indépendant en 1229. Ensuite, ce fut au tour du gouverneur de Tlemcen en 1236. Là, la reconquiste a progressé. Les Mérinides mirent fin à l'empire almohade en 1269, avec la prise de Marrakech. Sous les Almohades, il semblerait qu'il y eut des conversions forcées de juifs et de chrétiens. Durant leur règne, la langue arabe devint la langue de la culture. Le mysticisme et les chants soufis se développèrent. Le Maghreb connut alors un grand afflux d'immigrés andalous. Après la fin de l'empire des Almohades, le Maghreb fut partagé en trois entités politiques, les Hafsides à l'est, les Zianides au centre, et les Mérinides à l'ouest. La dynastie zianide fut fondée par Yagmourassen ibn Zian, ancien gouverneur almohade de Tlemcen. La dynastie Hafside, vassale des Almohades, rompit avec eux. Elle domina la moitié orientale de l'Algérie actuelle, avec Tunis pour capitale. Les deux dynasties résistèrent pendant plus de 3 siècles. À l'est, les Zianides tentèrent d'élargir leur influence. De nombreuses révoltes éclatèrent à Béjaïa et Constantine, accentuant ainsi leur caractère de principauté instable. Les deux dynasties Hafsides et Zianides disparurent après la prise de leur capitale Tunis et Tlemcen, par les Ottomans, respectivement en 1574 et 1555. À partir du milieu du XIVe siècle, le Maghreb central connut les affres de la décadence, face à l'offensive hispanique, avec une nette marginalisation dans le commerce mondial. Son agriculture aboutit à une régression sans précédent. Et la scène politique fut marquée par les rivalités entre les dynasties, clans, les guerres intérieures, guerres civiles et les révoltes à caractère social. Que de similitudes avec El Jazaïr post-indépendance. Désormais, les États mis en place périclitaient. À cela, s'ajoutèrent les famines, le repli démographique, et le recul de la citadinité. De 1350 à 1450, des maladies, telles que la peste noire, apparurent. Il semblerait également que les sécheresses répétées engendrèrent une diminution de la population de 30 à 50%. Cette crise multiple engendra le nomadisme, favorisant entre autres l'apparition du maraboutisme. Au Maghreb central, le royaume zianide s'affaiblit sous les querelles intestines. Au royaume hafside, les émirs de Béjaïa et de Constantine régnaient déjà de façon autonome. Libres de toute autorité, les villes de Kolo et Annaba le furent également, comme les ports d'Alger, de Djegel et d'Élise. On rapporte également qu'Alger fut administré par une aristocratie marchande d'origine andalouse.
indépendante également du pouvoir central, fut le cas des hauts plateaux, des Aurès, de la Kabylie et du sud d'El Djazaïr. En 1492, la Reconquista fut parachevée avec la chute de Grenade. Entre le XIIIe et le début du XVIe siècle, il y eut un afflux considérable d'immigrés andalous, suite à l'expulsion des musulmans et des juifs de l'Espagne. Ils s'installèrent à l'ouest de l'actuelle Algérie, Oran, Tlemcen, Nedroma, Mostaganem, Cherchéel, mais également à Alger, Koléa, Béjaïa, Délis et Médéa. Leur apport fut incontestable, autant économiquement que culturellement. Il est vrai que la présence des Andalous est plus ancienne en territoire d'El Djazaïr. Ainsi, à l'époque des Omeyyades de Cordoue, ils établirent des comptoirs à finalité commerciale sur le littoral, notamment à Ténès et à Oran. De même, durant la période almohade, il y eut un grand afflux d'immigrés andalous. Il semblerait même que Tlemcen ait accueilli quelques 50 000 Andalous de Cordoue, dont la ville bénéficia en matière de savoir et d'art, issus de la fine civilisation de l'Espagne musulmane. L'élite andalouse contribua également à la fortune des villes où ils s'installèrent, ainsi qu'à l'apparition de l'orthodoxie malékite. De même, l'expulsion des Morisques vers la régence d'Alger eut des effets positifs pour les villes d'Alger, de Cherchéel, de Ténès et de Délis, de l'espagnol morisco, qui désigne les musulmans d'Espagne, qui se sont convertis au catholicisme, et les descendants de ces convertis. Et plusieurs familles juives d'Espagne trouvèrent refuge au Maghreb central, notamment à Tlemcen, à Constantine et à Oran. Durant le début du XVIe siècle, l'Espagne entreprit la conquête des ports algériens, Mers el-Kébir et Oran notamment, avec massacre des populations. Le même sort fut réservé à Béjaïa, ses habitants ayant dû quitter la ville, pour s'éloigner des atrocités commises par les Espagnols à Oran. Sous la menace espagnole, d'autres villes subirent de grandes pertes, Délis, Cherchél et Mostaganem. Alger dut livrer l'îlot, qui contrôlait son port, le pont d'Alger. Les Hafsides chargèrent les gouvernants de la Kala des Beniabès et de Koukou, pour défendre l'intérieur du pays. Le royaume de Koukou a été fondé à partir de 1513 par Ahmed Ibn el-Kadi, qui fut juge à la cour des derniers rois de Béjaïa. Ce fut une principauté berbère, issue de la désagrégation du royaume hafside de Béjaïa, et qui régna sur une grande partie de la Kabylie, du XVIe au XVIIIe siècle. Cette période vit l'apparition d'une littérature incitant à la résistance, et fit appel aux Turcs, considérés alors comme la seule force pouvant mener une force homogène. C'est ainsi qu'on fit appel aux corsaires ottomans, pour écarter la menace espagnole. Khayreddin Barberousse eut pour mission d'organiser la résistance. Il parcourut le pays, notamment la Kabylie, pour recruter la Lakadidja, qui accepta de combattre à ses côtés les Espagnols au XVIe siècle. Dès le début du XVIe siècle, le Maghreb central connut la décadence, accentuée par l'occupation espagnole de plusieurs villes côtières. Les Espagnols construisirent une forteresse sur un des îlots face à Alger, le Penon d'Alger. Les habitants d'Alger firent donc appel aux frères Barberousse pour avoir une protection similaire à celle dont bénéficiaient déjà leurs homologues de Djidjel. En 1516, Harouj Barberousse se proclama sultan d'Alger. Il s'empara de Ténès, Miliana et Médéa. Il en confia l'administration à son frère Khayreddin. Après la mort de ce dernier, il lui succéda. Il se tourna alors vers Sélim Ier, sultan de Constantinople, pour lui demander de reconnaître son pouvoir, en lui confiant la défense d'Alger. Il put ainsi diriger la régence ottomane d'Alger, qui sera officialisée en 1520. Il fut nommé Beylerbey et reçut une aide militaire ottomane. Il put ainsi conquérir le Constantinois et chasser les Espagnols du Penon d'Alger. Au même moment, la Kabylie était le théâtre d'une farouche lutte entre Espagnols et Ottomans, qui s'appuyaient sur les corsaires ayant pris le pouvoir à Alger. L'autorité des Beylerbey s'étendit à celle d'Alger, outre celle de Tunis et de Tripoli, d'autant que Hassan Aga, qui succéda à Khayreddin Barberousse, triompha de Charles Quint lors de l'attaque d'Alger en 1541. Les Beylerbey, émirs des émirs,
équivalent à un poste de gouverneur général, furent à l'origine de l'organisation des beyliks dans les provinces. La régence d'Alger était organisée en 3 beyliks, l'Est, l'Ouest et le Titri. Chaque beylik était gouverné par un bey inféodé d'Alger, lui-même soumis au sultan ottoman. La bataille contre les Espagnols s'accentua. Tlemcen fut prise définitivement en 1554, et Béjaïa en 1555. Les Espagnols furent définitivement vaincus en 1558, lors de la bataille de Mazagran, près de Mostaganem. Ils inhumèrent des Hakem, ainsi que des caïds dans les tribus soumises. Les Benyabès furent soumis, et le royaume de Koukou en Kabylie fut défait. Plus tard, le sultan ottoman supprima la fonction de Beylerbey, craignant l'autonomisation des Beylerbey. Ils furent remplacés par des pachas triennaux nommés par la Sublime Porte, leur pouvoir étant limité, pas celui exercé par les raïs et les janissaires. Ces derniers étaient des esclaves d'origine européenne, et de confession chrétienne. Kidnappés et forcés de se convertir à l'islam, ils constituaient alors l'élite de l'infanterie de l'armée ottomane. Ils occupèrent les postes les plus influents dans l'administration et l'armée. Désigné par le sultan, le pacha disposait de prérogatives honorifiques, un palais, une garde, des chaouches, la place de l'honneur dans les cérémonies publiques. Les pachas appliquèrent une politique fiscale très dure envers les tribus, afin de pourvoir les caisses de la régence. S'ensuivirent alors de nombreuses révoltes, notamment en Kabylie et dans le Constantinois. Les Koulougli, réclamant alors les mêmes droits que les janissaires, soutinrent les insurgés. Ils obtinrent l'administration des beyliks, le pouvoir à Alger demeurant l'exclusivité de l'Odjak, terme turc signifiant le foyer et la famille. Il semble que dans la régence d'Alger, ce vocable avait une acception inconnue à Constantinople. Il désignait de petites unités au sein d'un même corps de troupes. Les raïs perdirent peu à peu leur influence, alors que les mourisques acquirent une influence politique et économique décisive. À la lueur d'une révolte, le pouvoir revint en 1659 à l'Aga, chef des janissaires. Naquit alors une sorte de pouvoir militarisé, où le chef de la régence était élu. L'anarchie s'installa alors dans le pays, 4 agas furent assassinés. Pour affaiblir les effets de la course, menée par les barbaresques sur le commerce maritime en Méditerranée occidentale, les Européens dont les Français, les Italiens, les Espagnols et les Anglais, lancèrent des opérations militaires d'envergure durant le XVIIe siècle, sans pour autant arriver à y faire cesser la piraterie. Outre la prise de navires, les pirates d'alors réalisaient un grand nombre de razzias, principalement en Espagne et au Portugal, en Italie et en France, sur les îles britanniques, aux Pays-Bas, et en Islande. L'histoire des Koulougli date de 1596. Le plus célèbre des Koulougli, Hassan Pacha, était le fils du célèbre Kheireddin, fondateur de la régence. Ils étaient alors considérés comme des Turcs d'origine, et à ce titre, bénéficiaient d'avantages. Ce qu'il a été convenu d'appeler alors la milice turque s'empara du pouvoir, et se retourna contre les Koulougli. En effet, il semblerait qu'en 1621, on comptait déjà rien qu'à Alger 5000 Koulougli, face à 10 000 Turcs. A contrario des Turcs, ils étaient considérés comme des enfants du pays, auxquels ils étaient très attachés. Et jusqu'en 1629, les Koulougli avaient amassé les fortunes héritées de leur père. Il semble qu'ils aient pensé alors à renverser sinon le pouvoir turc, tout au moins celui de la milice. Le sort de la régence d'Alger était donc sérieusement en jeu. D'aucuns prédisaient alors que l'action des Koulougli pouvait dès cette époque déboucher sur une sorte d'état national. Hélas, suite à ce qui s'apparentait à une sédition, les janissaires turcs préparèrent leur expulsion de la régence. Il semble que la plupart des Koulougli prirent le chemin de la Kabylie, dont certains s'installèrent sur les bords de l'Oued Zitoun, où ils formèrent la tribu des Ouatna, et aux alentours de Zemmoura, Kabylie constantinoise. En 1633, les Koulougli tentèrent de s'emparer d'Alger. Ils se retrouvèrent en mauvaise posture. Désormais on leur ferma l'accès au divan, administration, et à l'Odjak, milice des janissaires.
on ne les accepta que dans ce qu'il fut appelé alors la course. En 1650, certains étaient encore exilés. Il faudra attendre l'année 1693, pour que le Chaban les rétablisse dans leurs droits. Il en résulta alors une certaine libéralisation, dans l'accès aux dignités pour les Koulouglis. Toutefois, les Turcs restèrent intransigeants, quant à la prééminence des Turcs. Ainsi, les Koulouglis ne peuvent jamais posséder certaines charges, par la crainte qu'on a qu'ils envahissent la suprême autorité, et que l'amour de la patrie ne les porte à secouer le joug des Turcs. C'est ainsi que les Koulouglis furent écartés des grandes charges du gouvernement central. Ils ne pouvaient devenir ni Dey, ni Kasnadji, trésorier, ni Vekilardji, responsable de la marine, ni Aga des Arabes, chef de l'armée. Ils furent recrutés en tant que personnel administratif et militaire des Béliques. Il semble même qu'à Tlemcen, ils s'étaient presque constitués en communauté indépendante. Ils avaient leur divan, et gouvernaient la ville. Ainsi, en accord avec les Turcs, ils étaient chargés de percevoir l'impôt dans des zones délimitées. Ils purent également accéder à la dignité de bey, autorité suprême des gouvernements provinciaux. Ainsi, de 1700 à 1713, il semble qu'à Constantine on compta 4 beys Koulouglis. À Oran, Mustapha El Amr, 1736 à 1748, était également Koulougli. Toutefois, ces nominations furent stoppées, et ne reprirent qu'à partir du dernier quart du XVIIIe siècle. En Oranie, les Koulouglis ont été au pouvoir de 1780 à 1799, et de 1805 à 1812. Ils l'ont été dans le Constantinois de 1792 à 1795, de 1803 à 1807, et de 1812 à 1815. Et il n'est pas superfétatoire de rappeler que c'est un Koulougli, El Hadj Ahmed, qui assura la souveraineté du sultan de Constantinople, sur le Bélique de l'Est jusqu'en 1837. Mais, la régence avait toujours la volonté de stopper la croissance démographique des Koulouglis, en poussant les janissaires au célibat, ainsi que de limiter leur influence politique, pour éviter d'avoir des Koulouglis en marche vers le pouvoir, à en croire les historiens de cette période d'El Jazaïr. S'étant manifestés par un mouvement tendant à une révolte générale, ils furent éloignés des grandes charges, limitant ainsi leurs actions. En 1830, à la veille de la colonisation de l'Algérie par la France, on dénombra quelques 15 000 Koulouglis. En tout état de cause, il semblerait que sans les Koulouglis, il était difficile aux Dey d'asseoir leur autorité sur les provinces. Ainsi, les Koulouglis purent empêcher le pillage de la ville d'Alger en 1808 par les janissaires. Ils jouèrent les intermédiaires entre les Turcs, maîtres du pays alors, et les Jazaïris, ce qui leur aurait permis de réclamer un partage équitable du pouvoir. Excédés par la volonté politique turque, qui tendait à écarter du pouvoir les non-turcs, ils finirent même par se soulever contre ce qu'ils considéraient l'étranger. Ils trouvèrent de larges appuis dans toutes les couches de la population. Ce qui leur valut d'ailleurs d'être mis hors course. Et le dernier Dey d'Alger, Hussein, régna durant 12 ans. En 1830, il était encore au pouvoir lors de la conquête française. En effet, les puissances occidentales ont toujours cherché à se libérer de la prédation maritime, voire de la traite d'esclaves de leurs ressortissants. C'est ainsi que les expéditions contre Alger se succédèrent. L'autorité des Ottomans, qui s'étendait sur l'ensemble de la régence d'Alger, ne résista que peu, face à la conquête française qui s'annonçait. Des régions montagneuses comme la Kabylie et les Aurès étaient souvent en révolte contre cette autorité, qui n'arrivait également pas à s'étendre aux régions sahariennes. Selon une légende tenace, le coup de l'Éventail datant de 1827, a été le coup d'envoi du blocus maritime d'Alger, par la marine royale française. L'aventure coloniale avait pour objectif de consolider l'influence française, dans le bassin occidental de la Méditerranée. Le 5 juillet, les Français occupèrent Alger. Le même jour, le Dey Hussein signa l'acte de capitulation. Première conséquence, l'effondrement du pouvoir ottoman, le pillage des caisses de l'État, l'expulsion des janissaires d'Alger vers l'Asie mineure, et l'accaparement par la France de toutes les terres du Bélique.
Le 1er décembre 1830, Louis-Philippe nomma le duc de Rovigo, chef du haut commandement en Algérie, pour mettre en œuvre la colonisation, dont la violence est notoire. Après avoir battu Abdelkader, le général de Smichel signa avec ce dernier un traité, qui reconnut l'autorité de l'émir sur l'Oranie, et permit à la France de s'installer dans les villes du littoral. Officiellement, le 22 juillet, la régence d'Alger devint possession française d'Afrique du Nord. Abdelkader battit le général Trézel dans les marais de la Macta, près de Mascara. Il put également encercler la ville d'Oran, durant une quarantaine de jours. Arrivé en renfort de métropole, le général Bugeaud infligea une défaite à celui-ci. Courant janvier 1836, le général Clausel s'empara de Mascara et de Tlemcen. Le traité de la Tavna fut signé le 30 mai 1837, entre le général Bugeaud et l'émir Abdelkader. Ce dernier établit sa capitale à Mascara. Le comte de Dame-Raymond, devenu gouverneur général de l'Algérie en 1837, se mit en rapport avec le bey de Constantine, pour obtenir une convention similaire, se heurtant au rejet de Ahmed Bey. Courant octobre 1837, le dit gouverneur général se mit en marche sur Constantine, fort de 10 000 hommes. Après 7 jours de siège, au cours desquels le comte de Dame-Raymond fut tué, la ville fut conquise. En 1839, l'armée française ayant entrepris d'annexer un territoire, situé dans la chaîne des Bibans, chaîne de montagnes du nord d'El Jazaïr, l'émir Abdelkader considéra qu'il s'agissait d'une rupture du traité de la Tafna. Il reprit alors sa résistance. Il pénétra dans la Mitidja, et y détruisit la plupart des fermes des colons français. Il constitua une armée régulière, 10 000 hommes, qui reçurent leur instruction des Turcs, et de déserteurs européens. Il aurait même disposé d'une fabrique d'armes à Miliana, et d'une fonderie de canons à Tlemcen. Il reçut également des armes provenant de l'Europe. Nommé gouverneur général de l'Algérie française en février 1841, Bugeaud arriva à Alger avec l'idée de la conquête totale de l'Algérie. Par l'entremise des bureaux arabes, il recruta des autochtones, tout en encourageant l'établissement de colonies. Il a pu dire alors, le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes, ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Ou encore, si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac Osbéa. Fumez-les, à outrance, comme des renards. De fait, en mai 1841, l'armée française occupa Tagdait, située à Tiaret, qui fut capitale des Rostémides, puis Mascara, pratiquant la razzia, et détruisant récoltes et silos à grains. Il semble que l'émir Abdelkader fit en vain appel au sultan ottoman. C'est ainsi que courant mai 1843, le duc d'Aumale prit par surprise l'Asmala d'Abdelkader, faisant 3000 prisonniers. En février 1844, la France mit en place une direction des affaires arabes, pour contrôler les bureaux arabes locaux dans les provinces d'Alger, d'Oran et de Constantine, avec le dessein de disposer de contacts avec la population autochtone. Fin mai 1844, des troupes marocaines prirent d'assaut les troupes françaises, installées dans l'Oranais, mais furent repoussées par le général Lamoricière. Réfugié au Maroc, l'émir Abdelkader a pu décider le sultan Moulay Abdelrahman d'envoyer une armée à la frontière algéro-marocaine, provoquant ainsi des incidents qui, après d'infructueux pourparlers, décida le général Bugeaud de repousser l'armée du sultan marocain, qui fut défaite, bataille d'Isli. L'armée marocaine dut se replier en direction de Taza, obligeant le sultan à interdire son territoire à Abdelkader, qui finit par se rendre au Spahi. L'émir Abdelkader fut d'abord placé en résidence surveillée. Durant 4 ans en France, il fut libéré par Napoléon III, puis résida en Syrie jusqu'à la fin de sa vie. C'est ainsi que la Constitution française de 1848 fit de l'Algérie une partie intégrante du territoire français, notamment par l'institution de 3 départements français, Alger, Oran et Constantine, les musulmans et les juifs d'Algérie étant considérés comme des sujets français, avec le statut d'indigènes. La résistance continua d'être vive en Kabylie, et dans l'oasis des Atcha, dans l'actuel Ouyaya de Biskra. Plus tard,
la domination française s'étendit à la Petite Kabylie. Jusqu'en juillet 1857, la résistance continua dans le Djurdjura, avec Lala Fatma en sous-mer. À la veille du début de la conquête française, on estimait la population algérienne à 3 millions d'habitants. La violente guerre de conquête, notamment entre 1830 et 1872, explique le déclin démographique de près d'1 million de personnes. On évoque également les invasions de sauterelles entre 1866 et 1868, les hivers très rigoureux à la même période, ce qui provoqua une grave disette, suivie d'épidémies, telle le choléra. Pour les Européens d'alors, cette donnée était bénéfique, dès lors qu'elle diminuait le déséquilibre démographique entre les indigènes et les colons. Ce, outre que le nombre important de constructions détruites, avait pour dessein de gommer l'identité d'El Jazaïr. L'objectif était de détruire matériellement et moralement le peuple algérien. Sous Napoléon III, il fut question d'un royaume arabe lié à la France, avec celui-ci comme souverain. À la même période, on a estimé que quelques 200 000 colons, français ou européens, possédaient environ 700 000 hectares. D'un point de vue législatif, il y eut le Senatus Consulte du 14 juillet 1865, inspiré par le saint simonien Ismaël Urbain, ayant trait au statut personnel, et la naturalisation de l'indigène musulman, et de l'indigène israélite, voire à la naturalisation des étrangers, qui justifie de 3 années de résidence en Algérie, appelée plus tard, pied noir. Force est de constater qu'en décembre 1866, furent créés des conseils municipaux, élus par 4 collèges séparés, français, musulmans, juifs, et étrangers européens, les Français disposant des 2 tiers des sièges. La révolte de 1871 est considérée comme la plus importante insurrection contre le pouvoir colonial français. Ainsi, plus de 250 tribus se soulevèrent, environ 1 tiers de la population de l'Algérie d'alors. Elle fut menée depuis la Kabylie, les Bibans, ou Tigoura, par le cheikh Al-Moukrani, son frère Boumezrag, et le cheikh Haddad, chef de la confrérie des Rahmaniya. Après cette révolte, plus de 500 000 hectares furent confisqués et attribués aux émigrés hexagonaux, suite à la défaite française de 1870 face à l'Allemagne. C'est ainsi que de 245 000, le nombre des colons aboutit à plus de 750 000 en 1914. À la même date, le nombre des Djazaïris indigènes passa de 2 millions à 5 millions. Après la chute de Napoléon III, les tenants de la Troisième République préconisèrent une politique d'assimilation, notamment par la francisation des noms et la suppression des coutumes locales. Le 24 octobre 1870, en vertu des décrets du gouvernement provisoire, le gouvernement militaire en Algérie céda la place à une administration civile. La nationalité française fut accordée aux Juifs d'Algérie, décret Crémieux, qui furent néanmoins soumis à l'antisémitisme des colons. En accordant aux Juifs algériens le même statut que les Français d'Algérie, ce décret divisa les autochtones, qui continuèrent de vivre dans une condition de misère, accentuée par de nombreuses années de sécheresse et de fléaux. Les biens des insurgés algériens de 1871 furent confisqués. Ainsi, une loi du 21 juin 1871 attribue à quelques 100 000 hectares de terre en Algérie aux migrants d'Alsace-Lorraine. Et le 26 juillet 1873 fut promulguée la loi Warnier, qui eut pour objectif de franciser les terres algériennes. Le 28 juin 1881 fut adopté le Code de l'indigénat, qui distingua 2 catégories de citoyens, les citoyens français et les sujets français, indigènes. Ces derniers furent soumis au Code de l'indigénat, qui les priva de leur liberté et de leurs droits politiques. Seul fut conservé le statut personnel, d'origine religieuse ou coutumière. Lors de la Première Guerre mondiale, la France mobilisa les habitants des départements français d'Algérie, musulmans, juifs et européens. C'est ainsi que les tirailleurs, espahis musulmans, combattirent avec les Zouaves, unité française d'infanterie légère, européens et juifs d'Algérie.
Il semble que près de 48 000 Algériens furent tués sur les champs de bataille, lors de la Première Guerre mondiale, ayant été de toutes les grandes batailles de l'armée française, notamment à celle de Verdun. Plus tard, en 1930, la célébration par la France du centenaire de la prise d'Alger, fut ressentie comme une provocation par la population. Le projet de loi Blum-Violette, Front populaire, pour l'attribution de droits politiques à certains musulmans, sera rejeté à l'unanimité, lors du congrès d'Alger du 14 janvier 1937. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus de 120 000 Algériens furent recrutés par l'armée française. Avec l'occupation allemande, 1940 à 1944, plusieurs centaines de musulmans nord-africains, installés en France furent engagés, pour constituer ce qui a été appelé, la Légion nord-africaine. De 3 millions en 1880, la population d'El Jazaïr passa à près de 10 millions en 1960, pour environ 1 million d'Européens. Il semble qu'à la veille du déclenchement de la guerre d'indépendance, certaines villes sont à majorité musulmane, comme Sétif 85%, Constantine 72% ou Mostaganem 67%. L'essentiel de la population musulmane était pauvre, vivant sur les terres les moins fertiles. La production agricole augmenta peu entre 1871 et 1948, par rapport au nombre d'habitants, El Jazaïr devant alors importer des produits alimentaires. En 1955, le chômage était important, 1,5 million de personnes étaient sans emploi. La commune d'Alger aurait compté 120 bidonvilles, avec 70 000 habitants en 1953. Dans ce cadre, l'Algérie était composée de 3 départements, le pouvoir étant représenté par un gouverneur général, nommé par Paris. Une assemblée algérienne fut créée. Elle était composée de 2 collèges de 60 représentants chacun, le premier, élu par les Européens et l'élite algérienne de l'époque, et le second, par le reste de la population algérienne. Le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques en Algérie, de Messaliadj, avait alors obtenu une large victoire, lors des élections municipales de 1947. Ce parti devint la cible de la répression des autorités françaises. Il y eut ensuite des fraudes massives, lors de l'élection de l'Assemblée algérienne. Il est vrai qu'au début du XXe siècle, les leaders algériens réclamaient alors tantôt le droit à l'égalité, tantôt l'indépendance. Le 8 mai 1945, eurent lieu des manifestations d'Algériens, dans plusieurs villes de l'Est du pays, notamment à Sétif, Kerata et Guelma. Ce, à la suite de la victoire des Alliés sur le régime nazi. À Sétif, la manifestation tourna à l'émeute. La répression par l'armée française fut des plus brutales, provoquant la mort de plusieurs centaines de milliers de morts, parmi les Algériens. Cette férocité sans nom, eut pour conséquence davantage de radicalisation. Certains historiens ont pu estimer que ces massacres furent le début de la guerre d'Algérie, en vue de l'indépendance. Devant l'inertie des leaders, qui continuaient de tergiverser, apparut l'organisation spéciale OS, qui eut pour but d'appeler au combat contre le système colonial, devenu insupportable. Elle eut pour chefs successifs, Mohamed Bilouezdad, Ousinaït Ahmed, et Ahmed Ben Bella. Un comité révolutionnaire d'unité et d'action, CRUA, fut créé en mars 1954, et le Front de Libération Nationale, FLN, en octobre 1954. En Algérie, le déclenchement de la guerre de libération nationale est caractérisé comme étant une révolution. En France, on utilisa le terme de guerre d'Algérie après l'avoir désigné comme étant des événements d'Algérie jusqu'en 1999. L'action armée intervint à l'initiative des 6 historiques, Rababitat, Moustapha Ben Boulaïd, Mourad Didouche, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem, et Larbi Ben Miti, lors de la réunion des 22 cadres du CRU à la déclaration du 1er novembre 1954, fut émise depuis Tunis par radio. La guerre d'Algérie débuta le 1er novembre 1954, avec quelques 70 attentats, dans différents endroits d'Algérie. La réponse de la France ne se fit pas attendre.
des mesures policières, arrestation de militants du MTLD, militaires, augmentation des effectifs et politiques, projet de réforme présenté le 5 janvier 1955. François Mitterrand a pu alors déclarer « L'Algérie, c'est la France ». Il déclencha la répression dans les Aurès, ce qui n'empêcha pas à l'armée de libération nationale, ALN, de se développer. De quelques 500 hommes, elle augmenta ses effectifs en quelques mois, pour atteindre 15 000 et plus tard plus, de 400 000 à travers toute l'Algérie. Les massacres du Constantinois des 20 et 21 août 1955, notamment à Skikda alors Philippeville, constituèrent une étape supplémentaire de la guerre. La même année, l'affaire algérienne fut inscrite à l'ordre du jour, à l'Assemblée générale de l'ONU, tandis que plusieurs chefs de l'insurrection de l'armée furent soit emprisonnés, soit tués. Mustapha Ben Boulaïd, Zioud Youssef. Des intellectuels français aidèrent le FLN, à l'instar du réseau Jidson, en collectant et en transportant fonds et faux papiers. Le 22 octobre 1956, eut lieu le détournement de l'avion qui transportait la délégation des principaux dirigeants du FLN, Mohamed Kider, Mohamed Boudiaf, Haït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mustapha Lashraf. Ce fut là un acte caractérisé de piraterie aérienne. De même, il y eut l'opération d'intoxication de la Bleuite 1957 à 1958 menée par les services secrets français. Le colonel Amirou Chaït Hamouda mit alors en place des purges internes Ouyaya 3 qui firent de très nombreux morts dans différentes Ouyaya. Plus tard, la France déclencha de grandes opérations. Plan Chal 1959 à 1961, les maquis ayant été sans doute affaiblis par ces purges internes. Ce plan amoindrit davantage les maquis. Arrivé au pouvoir, Charles de Gaulle engagea une lutte contre les éléments de l'ALN. Il semblerait que le plan Chal ait entraîné, en quelques mois, la suppression de la moitié du potentiel militaire des Ouyaya. Les colonels Amirou Chaït Hamouda et Silawes furent tués lors d'un accrochage avec les éléments de l'armée française. En 1959, à sa sortie de prison, Messaliadj fut assigné à résidence. En France, les Algériens organisèrent des manifestations en faveur du FLN. En 1960, le général de Gaulle annonça la tenue du référendum pour l'indépendance de l'Algérie. Certains généraux français tentèrent en vain un putsch, en avril 1961. Il n'est pas anodin de rappeler qu'en février 1960, la France coloniale a procédé à un essai nucléaire de grande ampleur, dans la région de Regan, sud-algérien. Avec 17 essais nucléaires opérés par la France, entre les années 1960 à 1966, il semble que 42 000 Algériens ont trouvé la mort. Des milliers d'autres ont été irradiés, et sujets à des pathologies, dont notamment des cancers de la peau. Le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, fut proclamé, avec à sa tête Ferhat Abbas. Le colonel Ouari Boumedienne était alors le chef d'état-major de l'armée de libération nationale. En 1960, l'ONU annonça le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Des pourparlers avec le GPRA furent organisés, pour aboutir aux accords d'Évian, 18 mars 1962. Ce qui ne mit pas fin aux hostilités, puisqu'il y eut une période de violence accrue, notamment de la part de l'OAS. Près d'1 million de Français, pieds noirs, harkis et juifs, quitta l'Algérie, entre avril et juin 1962. Le référendum d'autodétermination, 1er juillet 1962, confirma les accords d'Évian, avec 99,72% des suffrages exprimés. Le bilan de cette guerre, en termes de pertes humaines, continue de soulever des controverses, des deux côtés de la Méditerranée. Si El Jazaïr se considère avec fierté, comme le pays du 1,5 million de shahids, en France, circulent d'autres chiffres, qui oscillent entre 250 000 à 300 000 morts. Outre cette comptabilité macabre, bien d'autres sujets continuent de constituer un contentieux entre les deux pays. Il est vrai aussi que la guerre fratricide entre le FLN et le MNA, mouvement de Messaliadj, fit quelques centaines de morts, tant en France qu'en Algérie, notamment à Melouza, outre les nombres de harkis tués après le cessez-le-feu. Sans oublier les luttes pour le pouvoir. D'un côté, le pouvoir civil avec le GPRA, présidé par Ferhat Abbas,
appuyé par les Ouyaya 3 et 4, et de l'autre côté, le pouvoir militaire, le clan d'Oujda et l'armée des frontières, avec à sa tête, Ouari Boumedienne. À l'indépendance, El Jazaïr est sorti exsangue des suites de la guerre, des conflits internes, et du départ massif des Européens, ayant servi d'encadrement durant la période coloniale. L'armée française évacua ses dernières bases en Algérie, enclave autorisée par les accords d'Évian, Regagne et Béchar, 1967, Mersel Kébir, 1968, Bousfer, 1970, et Bédonamous, 1978. Ainsi, nonobstant l'indépendance, la France continua d'avoir des bases en Algérie. Le GPRA de Ferhat Abbas fut évincé par la LN, au profit de Ahmed Ben Bella, qui fut ainsi le premier président de l'Algérie indépendante du système colonial français. Le FLN devint parti unique, et prôna un socialisme à l'algérienne, marqué par le populisme et le culte de la personnalité. Le coup d'État du 19 juin 1965 vit l'accession de Ouari Boumedienne au pouvoir, jusqu'à sa mort en décembre 1978. La politique suivie fut ce qui a été qualifié par le régime en place de socialisme spécifique, avec la mise en place de la planification de l'économie et la bureaucratie d'État. La rente pétrolière devait servir à la mise sur pied d'une industrie lourde, révolution industrielle, aux côtés de la révolution agraire, qui eut pour conséquence de marginaliser l'agriculture. Il y eut la révolution culturelle avec notamment une solarisation massive, et une arabisation volontariste de l'enseignement. En 1985, l'effondrement des prix des hydrocarbures, l'endettement excessif de l'État, et l'explosion démographique en raison de cette nouvelle politique économique. En 1979, Chadli Benjedid devint le nouveau chef d'État. Des réformes économiques avec une libéralisation sauvage, et une corruption crescendo, due à l'affairisme d'État. Le pouvoir dut également faire face au mouvement populaire, printemps berbère de 1980, émeute de Sétif en 1986. En octobre 1988, l'armée fut instrumentalisée pour tirer sur les émeutiers, plus de 500 morts. Le pouvoir concéda une forme de multipartisme, par l'autorisation de la création d'associations à caractère politique. Le pouvoir promulgua une nouvelle constitution, qui devait favoriser l'accession d'El Jazaïr à la démocratie. En 1991, le processus électoral fut interrompu, à la suite de la victoire électorale du Front islamique du Salut, FIS, aux législatives. Ce qui entraîna une guerre civile. Officiellement, il s'agit d'une tragédie nationale, notamment entre l'armée algérienne et les groupes islamiques armés, GIA. Ce, durant plus d'une décennie, s'étant terminé avec quelques 200 000 morts parmi lesquels, des femmes, des enfants, des intellectuels, des étrangers, ainsi que des villages isolés, Bentala, sans omettre les considérables dégradations des infrastructures publiques et économiques. Face à cette situation, le pouvoir oscilla entre dialogue avec l'opposition et répression. L'assassinat de Mohamed Boudiaf en 1992 plongea davantage l'Algérie dans une période trouble. Le 16 novembre 1995, le général Yamin Zeroual devint président, suite à des élections présidentielles jugées pluralistes, mais aucun accord concret ne fut trouvé, pour régler la crise multiple vécue alors par l'Algérie, nonobstant la trêve observée par l'AIS, branche armée du FIS, et la loi dite de la Rama pour les terroristes repentis. La démission de Zeroual, en 1999, fut suivie par l'élection d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République. Se voulant candidat indépendant, il fut soutenu selon nombre d'observateurs par l'armée, ses adversaires s'étant retirés la veille du premier tour des élections. Le nouveau président afficha une volonté de parvenir à la paix civile. C'est ainsi que la loi dite de la concorde civile fut votée, et approuvée par référendum. Ensuite, il y eut une politique dite de réconciliation nationale. Il a été réélu pour un troisième et quatrième mandat, après amendement de la Constitution. Cette opération est considérée par beaucoup comme une violation du texte fondamental, qui date de la période de Zeroual,
dont le principe premier a été de limiter à 2 mandats l'accession à la présidence de la République. سجد للزمان وتضوج نفت مضلي جمد وكترك في لا لا قيم السينا So